Salut les Happy Few, ici Kit Charlemagne, Alexandre. Et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un peu technique, entre guillemets, façon de parler, hein. On va parler littérature, en fait en s'intéressant à ce que j'appelle les trois dimensions de la littérature. En fait, première dimension de la littérature, peut-être celle à laquelle on pense en premier, et de toute façon là du coup qui survole tous les genres, c'est-à-dire que là ça peut être de l'essai, ça peut être de la poésie, ça peut être du roman, n'importe quoi, euh, on n'y échappe pas, c'est ce qu'on appelle le style. C'est en fait voilà, la tonalité particulière propre à l'auteur, sa façon d'écrire, sa façon de s'exprimer, la qualité de son expression écrite, son vocabulaire, etc. Est-ce que c'est beau, est-ce que c'est bien tourné, etc. Enfin voilà, c'est un peu sa propre musique. Donc le style, évidemment, c'est au fondement de la littérature, parce que le style est à la littérature ce que la photographie ou la réalisation va être à un film, ce que le choix des couleurs et le style, là aussi, va être à la peinture, hein, et ainsi de suite, même en musique, tout ça, quel est votre genre et tout. Donc voilà, le style, j'ai envie de dire que c'est généralement quand même une des choses les plus importantes à évaluer, à prendre en compte pour savoir si on a affaire à un bon livre ou pas. Il est clair qu'un livre qui n'a ou pas de style ou qui a un très mauvais style, qui est mal écrit, qui est écrit trop familièrement, trop vulgairement, pour moi, l'indice d'un mauvais livre, c'est un livre qui est écrit comme on parle. La littérature n'est pas un langage, n'est pas le langage parlé courant. Autrement, ce ne serait pas de la littérature. On ne fait pas de la littérature quand on parle tous les jours. Là, je ne fais pas de la littérature parce que je suis en train de parler. On peut bien s'exprimer, mais on a une limite en fait. Seule la littérature permet de toucher à un tel raffinement d'expression. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que tous les livres soient écrits dans un style empoulé, je ne sais quoi, toute la caricature, tout ça, même si ça peut arriver. Mais clairement, s'il n'y a pas de différence nette entre le langage parlé et le langage écrit, est-on vraiment dans le langage écrit? Ou alors est-ce qu'on n'est pas dans une espèce de langage parlé, vaguement télescopé sur l'écrit? C'est le défaut de beaucoup de livres contemporains. Beaucoup de livres contemporains n'ont aucun style. Vous avez juste l'impression en fait, d'écouter quelqu'un parler à voix haute. La personne écrit comme elle parle. Ça, c'est un fléau contemporain. Beaucoup de livres sont comme ça. La littérature anglo-saxonne est gangrénée par ce problème-là. Et c'est pas une question de registre de langue. On peut mettre de la vulgarité dans un livre. On peut mettre des gros mots. Tous les registres de langue sont les bienvenus. Mais même la façon dont les gros mots vont être utilisés va être amené dans un style et on voit que c'est réfléchi et pensé et que ça devient esthétique. Et en fait, c'est à ce domaine-là, à ce niveau-là, que le style s'impose. C'est un peu comme le cinéma. Au cinéma, on peut avoir une image réaliste, mais sans qu'on s'en rende forcément compte, l'image en fait est juste modifier ce qu'il faut pour que ce soit pas tout à fait ce qu'on voit nous avec nos yeux humains de la réalité. Il y a des décors, il y a des lumières différentes, il y a ce qu'on appelle la photographie, donc l'image est plus ou moins colorée, etc. Il y a des films où c'est très accentué. Amélie Poulain est connue pour être un film très stylisé. Amélie Poulain porte sur la réalité, on est bien dans Paris, on reconnaît bien les monuments, mais porte sur la réalité un regard stylisé. Il y a un style dans Amélie Poulain. Ce n'est pas la façon dont nous on voit Paris, c'est la façon dont un réalisateur nous fait voir Paris. Et bien c'est pareil pour la littérature. Il y a en fait comme un filtre, une photographie, un jeu sur les lumières, etc. Le style est aussi important en littérature que la photographie, la lumière et la direction d'image, de plan sont importants en cinéma, que le choix des couleurs est important en peinture, ainsi que les formes, etc. Et que en musique, le rythme, le tempo, le genre, etc., les notes, enfin je connais moins la musique. Donc c'est extrêmement important le style, tout par delà en fait. Est-ce que c'est bien écrit? Est-ce que c'est joli? Est-ce que on voit bien que ce n'est pas comme lire la première brève de journal qui passe ou quelqu'un qui parle à voix haute en fait. C'est vraiment écrit en fait. Donc le style renvoie à une dimension qui est très importante en art en général, c'est l'esthétique. Hein, l'art et c'est la beauté, c'est l'esthétique, c'est sur ça que ça repose avant tout, que ce soit de la littérature, de la musique, de la peinture, de la sculpture, de l'architecture, etc. Tous les arts renvoient à une esthétique. Et même si la littérature n'est pas visuelle, et c'est pas de la peinture ou de la photo ou du cinéma, il y a une esthétique dans la littérature. Vous voyez, la personne qui a un style tellement original, tellement poussé, tellement incroyable, crée carrément une esthétique, renouvelle l'esthétique d'une littérature, ou contribue à fixer la langue d'une littérature. C'est le cas de Shakespeare pour l'anglais, c'est le cas de Dante pour l'italien, c'est le cas de Cervantes pour l'espagnol. Vous voyez, les grands écrivains sont connus pour avoir contribué à fixer une langue en fixant le vocabulaire, en fixant l'orthographe, et voilà, en donnant ces lettres de noblesse à une langue. Maintenant, il y a une autre dimension, bien connue. Celle-là, elle se rapporte plutôt
forcément au roman, hein, vu ce dont il s'agit. Le récit. Qu'est-ce que raconte le texte? De quoi ça parle? Un texte, ça raconte quelque chose. Donc, en l'occurrence, dans les textes de fiction, les romans, mais ça peut aussi être du théâtre, etc., eh bien, il y a un récit. Et donc, après avoir pu évaluer peut-être le texte à travers son style, est-ce que c'est bien écrit? Eh bien, en fait, de quoi ça parle? Quel est le récit? Est-ce que l'histoire est intéressante? Est-ce que l'histoire est prenante? Est-ce que l'histoire est originale? Est-ce que c'est une histoire qui évite les poncifs, les lieux communs, etc. et ça nous surprend? Est-ce que c'est une histoire qui est passionnante, qui nous emmène loin, etc., qui est sophistiquée, qui est bien comment, bien ficelée, etc. Le récit, c'est ce que les gens préfèrent. C'est être happé par un récit. Qu'est-ce qui va se passer après? Se passer ensuite, c'est qui le meurtrier? C'est pour ça que le récit policier marche autant. Moi, je déteste ce genre-là, personnellement, parce que souvent, je le trouve mal écrit. Je m'en fous des récits policiers, c'est pas le genre de récit qui m'intéresse. Et il y a très peu d'idées de discours dedans. C'est souvent, pour moi, c'est de la merde, ce genre. Je vous le dis franchement, je vous donne mon avis. Mais ça plaît énormément, c'est très populaire. Parce que, en fait, ça donne aux gens cette adrénaline, ce suspense, hein, comme les séries policières à la télé. Et c'est pas très exigeant stylistiquement, et on n'est pas emmerdé par des idées, des discours un peu obscurs, etc. C'est pas idéologique, donc c'est parfait. Donc le récit, c'est la dimension prioritaire des lecteurs en général et du public des gens. Et si vous faites du coup un livre où il y a un récit qui se tient ou qui a le temps, bah vous avez gagné, en fait, vous allez vendre plein de livres, vous allez faire des best-sellers. Les best-sellers, ils reposent sur des récits, très rarement sur un style. J'entends très rarement de gens vous dire: ah, j'ai acheté ce livre-là, bon, l'histoire est pas très intéressante, bon, il n'y a pas trop d'idées dedans, mais par contre, qu'est-ce que c'est joli, machin. Non, ça se fait pas. D'ailleurs, la preuve, la poésie ne se vend plus, hein. La poésie, vous voyez des best-sellers de poésie, vous? Non. Voilà, donc la dimension auquel se rapporte le récit, c'est la dimension narrative, évidemment. Donc cette dimension narrative, elle peut être intimement liée au style, en fait. Le livre est tellement bien écrit, un tellement joli style, que la narration en est relevée. L'histoire est bien, mais l'histoire est portée par un style. Donc la dimension narrative gagne en densité, en profondeur, en impact. Cette dimension narrative, quand elle-même, elle est portée en fait à l'excellence, que vraiment elle renouvelle là aussi son genre. C'est tellement génial en fait qu'on est carrément dans l'extension, dans l'invention plus, on va dire. Eh bien, on peut dire que ça peut s'étendre à un univers. C'est ce qu'on dit, hein, généralement d'un écrivain quand il a tellement fait un récit élaboré, tellement un truc de dingue, où il y a plein de personnages, où il y a plein d'idées, c'est incroyable, c'est carrément... le récit en fait est parti tellement loin, a carrément créé un monde à part entière et a inventé tout des codes, etc. On dit qu'il a créé un univers. Et c'est le cas d'un récit comme Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux de Tolkien est un récit qui a une dimension, narrative tellement dense, tellement incroyable, tellement élaboré. Il a inventé des langues, il a inventé une carte, il a inventé des peuples, et des récits avec qui ils ont carrément leur histoire, etc. Qu'on peut dire qu'il a créé un univers. Voilà. Donc ça peut aussi être le cas de Balzac. Balzac, dans la Comédie humaine, a créé un univers. Zola, avec les Rougon-Macquart, avec les 20 Rougon-Macquart, a créé un univers aussi. Même si cet univers est dans notre réalité, quelque part, il a créé une sorte d'univers parallèle. Voilà, hein, Balzac voulait faire concurrence à l'état civil. C'est celle des idées et du discours. Parce que un livre peut ne pas seulement vouloir être joli dans la façon d'être lu, il peut ne pas seulement vouloir raconter une histoire, voilà, des aventures palpitantes, il peut aussi se fendre d'idées, d'un discours. C'est-à-dire que derrière le récit, derrière les jolis mots, etc., l'émotion que ça veut véhiculer, il y a des idées, il y a un discours. Ça, c'est le cas de ce qu'on appelle la littérature d'idées. Vous voyez, la littérature d'idées, c'est la littérature du XVIIIe siècle, par exemple. Ça peut être les contes philosophiques de Voltaire, ça peut être la littérature de Diderot, Jacques le Fataliste, tout ça. On est face à des textes qui sont très littéraires, ils ont un beau style, ils ont un récit. Hein. Jacques le Fataliste, c'est plein de petits récits comme ça. C'est Jacques et son maître en fait qui discutent, et puis il y a des histoires dans l'histoire. Et cependant, c'est accompagné en fait par des idées, par un discours. Il y a de la philosophie derrière, il y a une pensée qui s'inscrit. Ça peut être plus ou moins explicite, parce que dans la Divine Comédie de Dante, il y a, on peut dire, aussi des idées et un discours. Et encore plus subtil, dans La Peste de Camus, il y a un roman, littéralement ce qu'on lit, c'est un roman sur une peste qui frappe une ville, mais il y a un discours derrière, clairement, il y a des idées derrière. On voit que ça cherche à faire réfléchir sur des choses et à faire passer des idées. Donc ces idées, elles sont plus ou moins cachées, en fait, derrière les personnages. Par exemple, le portrait de Dorian Gray, d'Oscar Wilde, que j'ai juste ici, est un roman fourmillant d'idées. En fait, le portrait de Dorian Gray, il y a un très bon style, il y a un récit, il y a une bonne histoire, mais c'est un roman qui fourmille d'idées, de discours, parce qu'en fait, le personnage de Lord Henry est en fait un torrent d'aphorismes. Il n'arrête pas de balancer des punchlines, etc. Et du coup, c'est bourré d'idées, de discours. Il y a un discours
très appuyé sur l'art, sur la beauté, sur l'hédonisme, dans le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Et donc vous voyez, ces trois dimensions communiquent dans ce roman. Et donc voilà, l'idée discours, ça peut être plus ou moins caché, ça peut être à travers un personnage qui dit beaucoup de choses, et on voit que l'écrivain se sert de lui, à travers lui, pour faire passer des idées, des messages. Ça peut être à travers juste la narration, le narrateur prend en charge les idées. Ça peut être carrément même imperceptible en fait. Les personnages n'ont pas spécialement, n'expriment pas forcément des idées. La narration est discrète là-dessus, mais c'est le récit lui-même en fait qui implicitement dégage en fait de lui-même en fait un discours, une idée générale en fait. Donc la question du discours et des idées mène à la dimension idéologique. L'ouvrage est porteur d'une dimension idéologique. Il n'est pas seulement que quelque chose du beau parler, il n'est pas seulement qu'une histoire intéressante, il est aussi porteur d'idées profondes, d'une idéologie à part entière. Voilà, donc c'est le cas des ouvrages que j'ai cités là par exemple. Ça peut être beaucoup la littérature d'idées du XVIIIe siècle, mais ça peut aussi être des romans plus anciens, des récits plus anciens, et puis aussi des choses plus récentes, encore une fois, hein, des gens comme Sartre et Camus qui étaient des philosophes. Hein, vous voyez, quand il y a un philosophe, généralement, même quand il se met à faire du roman, un philosophe, il n'oubliera jamais de mettre des idées dedans. Hein. Le philosophe reste un philosophe, et même quand il fera de la fiction, ce sera de la fiction avec des idées et un discours, de l'idéologie. La cohabitation de ces trois dimensions dans le livre nous oriente pour penser que ce livre est un grand livre. Vous voyez ? Parce que ces trois dimensions sont déjà pas faciles isolément à satisfaire. C'est pas si évident que ça d'avoir un bon style, d'avoir un grand récit et d'avoir en plus des discours et des idées qui tiennent debout et qui sont dedans. Quand vous avez ces trois choses-là qui sont présentes, mais en plus sont présentes à leur meilleur, vous pouvez estimer que vous avez une grande œuvre, voire un chef-d'œuvre. Les grands livres qu'il nous reste, généralement, satisfont ces trois dimensions. Et les mauvais livres n'en satisfont aucune ou seulement une des trois, ce qui est un petit peu insuffisant. Donc vous voyez, ces trois dimensions qu'on peut retrouver dans un même ouvrage et qui en font une sorte d'ouvrage très complet, en fait, une espèce d'ouvrage comme les chefs-d'œuvre qu'on connaît, peuvent se retrouver séparément ou alors très accentués dans des ouvrages dont ça définit le genre. Une dimension esthétique très appuyée de style va donner un ouvrage plutôt poétique de poésie. Un ouvrage où le récit, la dimension narrative domine largement, c'est surtout du coup du roman. Et un ouvrage où les idées et le discours dominent au détriment du reste, c'est plutôt le domaine de l'essai. Alors, du coup, après, on peut faire en quelque sorte des combinaisons. Un texte, en fait, où le style et le récit sont excellents, eh bien, ça donne soit un roman particulièrement poétique ou un poème particulièrement narratif. Vous voyez un petit peu, on peut tourner les choses. Donc, soit un poème qui raconte une très jolie histoire en même temps, soit un roman qui a une véritable dimension poétique et esthétique. Un roman qui lorgne vers l'essai, qui a à la fois une dimension narrative, mais en même temps qui a des discours, une idée, donne de la littérature d'idées. Donc les contes philosophiques de Voltaire, c'est du récit avec des idées, c'est du conte philosophique. Combinaison rare, c'est le discours et la poésie, parce que même Baudelaire dit que la poésie n'est pas là pour donner des leçons de morale, pour faire du discours rationnel et de la vérité. Il y a la philosophie d'un côté, la poésie de l'autre. Donc clairement, ça, c'est les deux qui s'entendent le moins. Ça peut se faire, mais c'est un peu bizarre. Donc clairement, les idées et discours et la poésie, le style, s'il n'y a pas le moteur du récit pour lier les deux, vous voyez, c'est un lien en fait. Hein. Le roman peut permettre la cohabitation du style, du côté poétique et du côté discursif, narratif, idéologique. Mais sans le lien du roman, sans que la fiction brasse les deux, permet aux idées de cohabiter avec le poétique, avec l'esthétique, c'est très compliqué d'avoir un poème rationnel et qui dit la vérité. On sort un peu de domaine poétique. Voilà. Donc, on a le roman entre les deux qui met l'accent sur le récit. On a du coup les deux dimensions idéologiques et stylistiques aux opposés. Du coup, selon les combinaisons, vous pouvez voir en fait à quel point l'œuvre s'illustre dans un genre, et vous pouvez du coup encore plus la réévaluer, dire bon, c'est pas un très bon roman, mais c'est presque un bon essai. C'est un ouvrage très poétique, mais il faut dire un peu convenu au niveau de l'histoire, etc., etc. Bon, c'est vrai que c'est un roman un peu prévisible au niveau de l'action. Le stylistiquement, ça aurait pu être mieux, mais par contre, donc, il y a un vrai fond, il y a un fond au niveau des idées. Voilà. Et donc ces choses-là, comme ça, permettent comme ça de se faire une grille de valeurs dans une lecture. Donc on peut évaluer quasi objectivement en fait un texte littéraire. Il y a quand même des moyens de le jauger, de l'évaluer, il y a un barème. Et donc ces dimensions aident, et en plus aident à comprendre de quelle nature est le texte que l'on a devant nous et quoi en attendre. Voilà. Écoutez, c'était les trois dimensions de la littérature. J'espère que ça vous a intéressé et plu, et peut-être éclairé, et donné de la substance ou des idées pour approcher les textes dans vos lectures personnelles. N'hésitez pas à réagir, à poser des questions, à soumettre des commentaires sous la vidéo. On peut aussi en reparler si vous le souhaitez lors d'un prochain live, un prochain stream au Talk Club par exemple, ou même au salon 111. Et puis écoutez, je vais vous laisser sur ça pour cette fois-ci. Je vous remercie de votre écoute. Et écoutez, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. À la prochaine. Salut les Happy Few.